Il faut éviter les autres néphrotoxiques puisque le rein est relativement fragile. Les scanners, vraiment les discuter et dans les formes les plus sévères, est-ce qu'il faut injecter ces malades? C'est discutable. Pas donner d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ni d'aminoacides. Et puis surtout, l'organe à protéger, c'est le cerveau. Et donc, dans les ne pas faire de conneries, c'est le Primpéran. Ça, je crois que 80% des malades qui arrivent chez nous ont reçu du Primpéran dans les 24 dernières heures pour une raison très simple, c'est que la N-acétylcystéine, ça fait vomir les malades, ils se sentent nauséeuses, c'est pas bien, et donc voilà, on donne du Primpéran parce que vous avez la nausée. Je vous rappelle que le Primpéran est un neuroleptique et ça peut complètement entraîner ou aggraver une encéphalopathie hépatique. Et nous, ça va nous fausser dans notre évaluation avec un malade. S'il est encéphalopathe sous Primpéran, est-ce que c'est parce que le foie est vraiment malade ou est-ce que c'est à cause du neuroleptique qu'on lui a donné? Et puis, faire attention à l'hypoglycémie, à l'hyponatrémie, à l'hypophosphorémie. La question du sepsis est importante, on va le voir. Est-ce qu'il faut traiter et quand est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques à ces malades-là? C'est pas très très clair. Et puis un mot sur les hémorragies. Ce n'est pas parce que vous avez 10% de TP, voire un TP incoagulable, que les malades saignent. Les malades ne saignent jamais et ils ne saignent que vraiment en toute bout de course quand ils sont inscrits sur liste de transplantation, qu'ils ont leur KT, qu'ils ont le TP incoagulable depuis 20%. Et là, parfois, ça peut un peu saigner sur les points de ponction du KT. Et surtout, il ne faut pas mettre de PFC pour vouloir corriger cette hémostase pour une raison très simple, c'est qu'après, on ne peut pas suivre l'évolution de ces malades-là. Et si vous mettez des PFC à un malade qui a une intox au paracétamol avec 10% de TP, il va arriver dans le centre de greffe avec 30%. Est-ce que c'est parce que le foie va mieux ou est-ce que c'est les PFC? C'est toujours un petit peu difficile. Donc en dehors de hémorragie cataclysmique qu'on ne voit jamais, pas de PFC. Et si vraiment il y a un peu des hémorragies au point de ponction, plutôt regarder d'autres choses de l'hémostase comme les plaquettes ou éventuellement du fibrinogène. Et puis après, on va traiter défaillance d'organes par défaillance d'organes. Alors, pour le foie, j'ai pas de traitement qui favorise, en tout cas à l'heure actuelle, la régénération hépatique. La N-acétylcystéine a un intérêt, on va le revoir. Je vous l'ai dit, pas de transfusion de PFC systématique. Et puis, la question est celle de l'épuration extracorporelle. Donc, je vous ai dit, il y a des malades qui ont une instabilité hémodynamique, une acidose, une hyperlactatémie. Et en fait, le foie, en nécrosant, va libérer tout un tas de radicaux libres qui vont entraîner ce foie, ce qu'on appelle ce foie toxique. Et donc, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut hémofiltrer plus rapidement ces malades-là. Et on va parler juste très rapidement du système Mars. Un mot sur la N-acétylcystéine, je vous l'ai dit, c'est le traitement de base des intoxications par le paracétamol. Et voilà cette étude canadienne qui a regardé de mettre du paracétamol chez des malades qui n'avaient, mettre de la N-acétylcystéine chez des malades qui avaient des hépatites aiguës non liées au paracétamol. Alors d'un point de vue global, l'étude est négative, mais les hépatologues aiment bien les études négatives. Et donc quand on regarde en sous-groupe, quand même, chez des malades qui sont les moins sévères, ceux qui ont une encéphalopathie grade 1 ou 2, il y a quand même une tendance à une amélioration de la survie chez des malades qui ont reçu de la N-acétylcystéine. En pratique, c'est pas dangereux, ça coûte pas cher. Tous les malades qui ont une insuffisance hépatique aiguë ont pris du paracétamol par eux-mêmes dans les jours qui ont précédé leur prise en charge hospitalière parce qu'ils ont eu de la fièvre, parce qu'ils se sentaient pas très bien. Et donc en pratique, nous on met facilement de la N-acétylcystéine à toutes les insuffisances hépatiques aiguës. Alors on ne fait pas forcément la dose de charge quand ils n'ont pas pris de paracétamol à haute dose, mais on met à la dose de 100 mg kg sur 16 heures. Combien de temps il faut le garder? C'est une grande question. En général, on le garde 5-7 jours si les gens ne s'améliorent pas. Alors un mot du Mars, je vais être assez rapide sur les épurations extracorporelles parce qu'il y a un topo cet après-midi là-dessus. Le Mars, ça a été décrit comme la dialyse hépatique, c'est ce qui va sauver les malades avec insuffisance hépatique. Le principe, c'est un circuit d'hémofiltration conventionnel qui est branché en série avec un série d'épuration à l'albumine avec une colonne de charbon qui permet de filtrer l'albumine. On ne sait pas très bien ce qu'on fait avec le Mars. On sait qu'on permet d'enlever des
des substances liées à l'albumine, des cytokines pro-inflammatoires, des acides biliaires, de la bilirubine. On ne sait pas trop ce qu'on enlève. Et puis surtout, on pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que voilà les résultats d'une étude française qui avait été coordonnée par Paul Brousse, où les malades ont été randomisés en ayant soit du MARS, soit une épuration extra-rénale conventionnelle chez des malades qui étaient candidats à une transplantation hépatique pour hépatite fulminante. Donc 68 patients, ce qui est quand même une belle cohorte pour une maladie rare. Et la survie était tout à fait comparable dans les deux groupes à 6 mois et les effets secondaires étaient comparables. Alors le principal point pour lesquels les gens continuent un peu à défendre le MARS, c'est que évidemment les gens étaient inscrits sur liste d'attente en super urgence et que le délai moyen entre l'inscription et la transplantation était de moins de 24 heures et donc finalement l'effet du MARS n'a pas eu lieu. C'est l'argument des gens qui défendent encore un petit peu le MARS. Alors autre technique d'épuration, c'est les échanges plasmatiques et ça c'est une grosse série des pays scandinaves et anglaises qui a regardé les échanges plasmatiques dans les insuffisances hépatiques aiguës. Alors c'est assez difficile d'en tirer des conclusions parce qu'ils font pas mal d'analyses de sous-groupes en fonction de si les malades ont été transplantés, pas transplantés, candidats, pas candidats. C'est pas très clair. Ce qu'on peut dire, c'est que les malades qui sont transplantés, faire des échanges plasmatiques, ça n'a pas grand intérêt, ça n'améliore pas la survie. Vous voyez, les deux courbes sont tout à fait superposables, les vertes et les bleues. En revanche, chez des malades qui n'ont pas été transplantés, il y a peut-être un petit gain chez des malades qui ont des échanges plasmatiques. Et donc, c'est une question qu'il faut se poser chez des malades qui sont non candidats à la transplantation parce qu'ils ont une contre-indication majeure, soit en termes d'âge, de néoplasie, de pathologie psychiatrique. Et donc, c'est quelque chose dont on peut se poser la question, il n'y a pas beaucoup de data. La défaillance hémodynamique, c'est relativement simple. On fait un monitorage hémodynamique invasif et par échographie cardiaque. Il faut remplir ces malades qui sont très vasoplégiques et avec un objectif de PAM qui est autour de 65-70 mm de mercure. On l'adapte un petit peu en fonction des données du Doppler transcrânien. Quand on voit des choses un peu pathologiques, on remonte un petit peu la PAM chez les malades les plus sévères. Et puis, si c'est insuffisant, il faut introduire évidemment des catécholamines. Quand on a des malades qui sont vraiment défaillants sur le plan neurologique et sur le plan hémodynamique, moi j'aime bien mettre des SWAN puisque de toute façon, ils auront leur SWAN au bloc. Et c'est quand même assez un peu plus confortable pour monitorer les malades. Mais ça, c'est vraiment une chose de personnel. Alors la défaillance neurologique, le but c'est de protéger le cerveau, donc de ne pas faire de conneries et pas de donner de benzodiazépine à ces malades. Les Anglais ont pendant très longtemps posé des pics, en pratique ça reste dangereux. Le Doppler transcrânien n'a jamais vraiment été très très bien évalué, même si on est en train de le faire. En pratique on l'utilise au quotidien chez nous pour évaluer ces malades. Et puis alors la question, quand évidemment les malades sont dans le coma, c'est relativement facile de poser l'indication de ventilation mécanique. C'est pas tout à fait la même chose quand il y a des troubles de la conscience un peu borderline et ça va un peu dépendre de l'évolution des choses. Si vous avez par exemple quelqu'un qui a une intoxication par le paracétamol, on a l'impression que les trans abaissent, le TP remonte, on sait qu'en plus du paracétamol, dans son IMV, il a pris des benzodiazépines. L'encéphalopathie, on ne sait pas trop à quoi elle est due. C'est vrai qu'on préfère un petit peu surveiller ces malades entre deux os, souvent leur poser une sonde gastrique. Alors ça, j'ai toujours pas la réponse de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça dépend complètement des écoles. Il n'y a aucune data très claire là-dedans. Et donc, on va pas se jeter sur la ventilation mécanique. Au contraire, quelqu'un qui a l'insuffisance hépatique subaiguë, qui commence à devenir un petit peu vasouilleux, il faut le ventiler rapidement. Et autant on le verra tout à l'heure quand on parlera de l'encéphalopathie hépatique, du cirrhotique, nous on ventile très très rarement les malades ou le plus tard possible. Autant dans les insuffisances hépatiques aiguës, on va le faire plus rapidement. Et puis la sédation, je ne sais pas pourquoi il est écrit partout dans tous les livres, ça ne repose sur rien, qu'il ne faut pas mettre de propofol, je pense que c'est des conneries, mais je vous les ai mis quand même, puisque c'est écrit partout, mais ça ne repose sur rien. Et puis évidemment, quand il y a vraiment des signes d'hypertension intracrânienne, on va traiter cette hypertension intracrânienne par mannitol. C'est un effet très rapide, mais pas
très prolongée dans la durée. C'est relativement rare de voir des malades qui passent en mydriase bilatérale. Ça arrive encore un petit peu. Il n'y a pas très longtemps, il y a une patiente qui est partie au bloc avec sa mydriase bilatérale sous mannitol et finalement elle va très bien. Elle est complètement folle, mais je pense que c'était déjà sa base. Alors pour d'autres choses, c'est l'hypernatrémie contrôlée. Ça a été testé de faire du sérum salé hypertonique. Alors vous voyez, les séries sont toutes petites, hein, c'est une maladie rare. Donc en pratique, deux séries tout à fait, deux groupes tout à fait comparables sur l'âge, la sévérité de la maladie du foie. Et faire du sérum salé hypertonique, ça augmente l'anatrémie, ça c'est ce qu'on cherche à avoir. Et en effet, ça améliore un petit peu les paramètres d'hypertension intracrânienne. C'est très transitoire. Le problème, c'est que le sérum salé hypertonique chez des malades qui sont épurés, très vite, ça ne sert plus à grand-chose. Et en pratique, on ne sait pas très bien si ça a une amélioration en termes de survie et de survie sans transplantation. L'hypothermie, ça a été à la mode à un moment donné. Il y avait cette petite série qui avait essayé de regarder si refroidir les malades améliorait le pronostic. En fait, il n'y avait pas vraiment de différence. Pardon, je vais aller trop vite. Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. En pratique, on ne refroidit plus les malades et puis on les laisse quand ils sont épurés. On les réchauffe pas trop, quoi. La défaillance rénale, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, ce sont des malades qui sont épurés. Alors, le timing de l'épuration, de l'hémofiltration chez ces malades-là, il est pas très clair. Il n'y a pas beaucoup de data. Clairement, on va pas, on va épurer en urgence quand il y a une hyperkaliémie, une acidose sévère. Mais même quand les malades sont compensés sur leur acidose et qui sont très hyperlactatémiques ou alors qui sont un petit peu somnolents, enfin un petit peu pas tout à fait normal sur le plan neurologique, nous on a tendance à les épurer un petit peu trop, enfin un peu pas trop tôt, mais on a tendance à les épurer très tôt en pensant qu'on peut quand même enlever quelques toxiques et améliorer les choses. C'est évidemment basé sur rien. C'est une tendance qu'on a dans le service, mais qui est pas evidence-based. Alors, les infections, ce qu'on sait, c'est que 90% des malades qui ont une insuffisance hépatique aiguë sévère sont infectés et quand ils sont transplantés, ils font tous le sepsis post-op. Souvent des pneumopathies liées à l'inhalation, mais c'est un petit peu moins vrai. Maintenant, c'est plutôt des bactériémies dont la cause n'est pas forcément très claire à BGN. Et donc, on a tendance à mettre une antibiothérapie systématique chez les malades ventilés. On a tendance à mettre un peu comme ce qu'on fait au cours de la cirrhose, à des malades qui développent une encéphalopathie hépatique, on se dit il doit y avoir un sepsis sous-jacent et à leur mettre une antibiothérapie, souvent une C3G quand ils sont pas nosocomieux, ce qui est la plupart des cas. Et donc le malade qui commence à être un petit peu encéphalopathe, on a tendance à lui mettre une antibiothérapie après avoir fait les prélèvements. Un mot sur la coagulation, et c'est pour réinsister sur le non-intérêt des PFC. En fait, juste un rappel, je ne suis pas hémostasologue, mais le TP, on va doser le 2, 5, 7, 10. Hein, donc ça, très bien. Ce qu'on ne va pas doser quand on dose le TP, c'est toutes les protéines anticoagulantes que sont la protéine C, la protéine S, l'antithrombine 3. Et en fait, c'est aussi abaissé puisque c'est synthétisé par le foie et donc il y a quelque part un équilibre qui persiste. Donc oui, les facteurs procoagulants sont abaissés puisque le foie ne marche pas, mais les facteurs anticoagulants sont aussi abaissés puisque le foie ne marche pas. Et il y a deux facteurs qui sont surreprésentés, c'est le von Willebrand et le facteur 8 qui ont des synthèses endothéliales. Et donc finalement, c'est pour ça que ces malades-là ne saignent pas. Et quand on s'intéresse à des tests un peu plus poussés de coagulation, quand on fait du Rotem par exemple, on n'a pas trop de data encore sur les générations de thrombines, mais on devrait en avoir dans pas longtemps. Quand on s'intéresse au Rotem chez ces malades-là, vous avez une série de 50 malades, 30 ont survécu sans greffe et 20 ont été soit transplantés, soit sont décédés. Que quand vous regardez, eh bien, les Rotem sont normaux.
et il n'y a aucune différence avec les valeurs normales. Alors, il y a une petite tendance, mais qui n'est pas dans la normalité, avec le temps de formation du caillot. C'est le R, là, ce temps de formation du caillot. Ensuite, c'est le caillot qui se forme et on va mesurer son amplitude maximale. Et après, on va regarder le temps de lise. Mais en pratique, ces explorations un peu globales de l'hémostase sont tout à fait normales. Donc, il n'y a pas de raison de passer des plaquettes. Alors, est-ce qu'on fait de la thromboélastomégraphie en pratique? Non. On en fait un petit peu au bloc opératoire. Je pense que Emmanuel vous en parlera tout à l'heure peut-être mieux que moi. Ça peut un petit peu guider la transfusion périopératoire, mais avant d'inscrire les malades, on ne s'en sert absolument pas. Et puis après, il faut évidemment poser l'indication de transplantation hépatique et donc connaître les indications. Le concept, il est le suivant. Plus on va transplanter, plus on va prendre une décision tardive, plus on va aggraver la mortalité sur liste et plus on va avoir des malades graves à transplanter et donc on risque d'augmenter la mortalité post-opératoire, mais on va économiser en quelque sorte des greffons. Si on prend une décision trop précoce, bon, c'est des malades qui sont faciles à transplanter, ils ne sont pas si malades que ça, donc la mortalité sur liste va baisser, le risque opératoire va baisser, mais on va gâcher des greffons, et 2, on va transplanter des malades qui peut-être n'en avaient pas besoin. Alors comment est-ce qu'on va faire la différence? Ça, c'est des critères qui ont maintenant plus de 30 ans. 2 cases, les critères français qui sont extrêmement simples. On va prendre en compte le grade d'encéphalopathie hépatique, donc grade 3 ou 4, confusion ou coma, et la coagulation, alors en fonction de l'âge. Facteur 5 inférieur à 30% si l'âge est supérieur à 30 ou inférieur à 20% pour les moins de 30 ans. Le TP, ça marche aussi bien que le facteur 5, ça on l'a démontré depuis, et c'est des critères qui sont très simples. Les Anglais ont des critères un petit peu plus complexes, puisqu'ils vont différencier en fonction de l'étiologie. Soit c'est lié au paracétamol, soit c'est lié à autre chose que le paracétamol. Et le paracétamol, on va avoir des critères d'acidose avec un pH inférieur à 7,3 ou un lactate supérieur à 3. Je ne l'ai pas ajouté, mais c'est les critères modifiés. Donc un lactate supérieur à 3. Ou 3 des critères suivants. Un INR supérieur à 7, une créate supérieure à 300 et une encéphalopathie hépatique grade 3 ou 4. Alors, et puis après des non-paracétamol où c'est un petit peu plus compliqué à retenir. Juste pour le paracétamol, il est écrit vraiment, c'est comme ça que c'est écrit, après réanimation efficace. Je ne sais pas ce que ça veut dire après réanimation efficace. Combien de temps on se donne? On se donne 4 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, enfin c'est pas très très clair. Mais globalement, une fois que les malades sont un petit peu déchoqués, qu'on les a mis sous, parce que c'est pour le paracétamol, qu'on les a bien remplis, qu'on leur a mis un petit peu de catécholamine, qu'on les a épurés, s'ils persistent au bout de 6-8 heures, un pH inférieur à 7,3, un lactate supérieur à 3, je pense qu'il faut les inscrire. Alors, pourquoi cette différence? Pour une raison simple, c'est que les Anglais, ils avaient beaucoup de paracétamol dans les années 70-80, nous un petit peu moins. Et donc, clairement, les critères du King's fonctionnent beaucoup mieux pour les intoxications par le paracétamol. Les critères de Clichy marchent beaucoup mieux pour toutes les autres causes. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on utilise nous? Intoxication au paracétamol, on utilise les critères du King's. Et autres causes, hépatite B, auto-immune, etc., on va utiliser les critères de Clichy. Et puis, bon, pour l'histoire, il y a des critères sur l'amanite phalloïde, où, alors c'est rare, hein, les intoxications par les amanites phalloïdes. Enfin, en général, ça arrive ensemble, parce que c'est les familles qui arrivent tout en même temps. Et donc, les critères, c'est une des seules indications où on ne va pas attendre l'encéphalopathie hépatique, puisqu'on sait qu'à partir du moment où ces malades développent l'encéphalopathie hépatique, le risque de mortalité est extrêmement important. Et donc on estime que quand les malades ont une hémostase catastrophique avec un TP inférieur à 10% à J4 de la prise de la manite, il faut les inscrire. Et c'est des malades qui partent non encéphalopathes au bloc. Ça nous dérange toujours un petit peu, mais on l'a bien démontré que c'était bien. Alors, l'autre question, c'est évidemment l'âge. Est-ce qu'on doit, dans les contre-indications, contre-indiquer des malades de plus de 70 ans? Alors, il y a quelques années, là, sur la diapo, j'avais laissé 60 ans. Maintenant, on dit 70. Je crois que 70, c'est assez raisonnable. Alors, il faut prendre l'âge, pas forcément l'âge légal, mais l'âge physiologique.
On a greffé quelques patients avec des insuffisances hépatiques aiguës de 71, 72 ans qui étaient des gens hyper sportifs, enfin vraiment en très bonne forme physique. En pratique, souvent, on les voit, ils sont très bien avant la greffe, ils passent par la greffe, par la réanimation post-greffe, ils payent leur âge après. Et donc les suites, elles sont un peu plus longues pour des gens qui ont 20 ans. Ça vaut le coup chez des gens en très bonne forme physique. Mais voilà, plus de 70 ans, il faut vraiment se poser des questions et voir le contexte. L'antécédent de cancer, il faut évidemment le discuter en fonction de ce que c'est. Classiquement, c'est néoplasie dans les 5 ans qui précèdent l'épisode. Et puis, quand on peut, c'est bien d'avoir une petite idée, discuter avec les cancérologues, parce que maintenant, entre ce qu'on faisait il y a 15 ans et dans le traitement des cancers, on s'est amélioré. Donc, parfois, on peut l'envisager. Et puis, évidemment, s'il y a une pathologie sévère sous-jacente, pulmonaire, cardiaque, rénale, etc., c'est une contre-indication. De même que des pathologies psychiatriques, ce qui est assez difficile parfois en urgence à faire le diagnostic. Alors un mot sur les résultats de la transplantation. Vous avez ici les données de l'Agence de la biomédecine sur les résultats de la transplantation hépatique. C'est pas forcément très visible en gros. Les insuffisances hépatiques aiguës, c'est cette courbe violette là, où vous voyez qui se casse la gueule très vite. Il y a une mortalité, 20% de mortalité post-opératoire. C'est des malades multidéfaillants qui arrivent à la transplantation. Si on se met à 5 ans, les résultats sont pas forcément très très bons, mais si on se met vraiment à distance, eh bien, ce sont des malades qui certes ont une mortalité très importante au départ, mais à distance, la courbe est complètement plate et retrouve les malades qui sont transplantés pour des cirrhoses décompensées et ou des carcinomes hépatocellulaires. Donc ça reste une très bonne indication de transplantation hépatique. Alors, en termes de technique chirurgicale, il n'y a pas grand-chose, mais il y a une technique qui est quand même intéressante et qui change la vie des malades. Et je vous en dis un mot, c'est la transplantation hépatique auxiliaire. C'est pas fait partout, mais ça change la vie des malades. En gros, le principe, c'est quoi? C'est de se dire... On a un HIT, le paracétamol, qui va détruire le foie. Il y a une nécrose hépatocytaire majeure. Le foie n'a pas régénéré. Il y a une indication de transplantation. Mais, avec le temps, il n'y a pas de maladie chronique du foie. Et donc, il peut y avoir une régénération du foie. Donc, on va laisser une petite partie du foie. En général, on va laisser le foie gauche. Et qui est... pas top, là, il marche pas. Et puis on va faire une hépatectomie droite et on va mettre soit un foie entier à droite, soit un foie droit pour passer l'épisode aigu. Une fois que l'épisode aigu est passé, on va diminuer petit à petit l'immunosuppression pour entraîner un rejet du greffon et que le foie natif régénère et reprenne la place du greffon. Alors soit exérèse chirurgicale, maintenant on le fait quasiment plus parce qu'on a appris à faire de l'immunosuppression, on diminue l'immunosuppression très doucement, et puis il y a une hypertrophie compensatrice du foie natif. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le receveur soit jeune. Si vous avez un receveur de 70 ans, il ne régénérera pas très bien. Il faut que ce soit une maladie vraiment très aiguë. Le modèle, c'est le paracétamol, la manite phalloïde, qui a un potentiel de régénération, qui n'est pas de maladie chronique du foie sous-jacente. Donc les hépatites auto-immunes, ce n'est pas des bons candidats, par exemple, ou les hépatites B, les réactivations B, ce ne sont pas des bons candidats pour ces transplantations auxiliaires. Il faut que les malades soient graves, mais pas trop. Il ne faut pas qu'ils soient en grande défaillance multiviscérale. Il faut que le greffon qu'on nous propose soit de bonne qualité. Et pendant longtemps, on a dit qu'il fallait que le greffon ait moins de 60 ans. Alors nous, on pousse un petit peu les indications et on a fait récemment une transplantation avec un greffon provenant d'un donneur de 90 ans qui marche extrêmement bien. Et ça va bien se passer. Et puis, on met ça en position... orthotopique. En pratique, aujourd'hui, ça représente 20% de nos indications de transplantation hépatique pour insuffisance hépatique auto-immune. Et dans tous les cas, alors avant, après 2000, c'était un peu la courbe d'apprentissage avant 2000. Et aujourd'hui, on n'a réséqué aucun greffon. On a pu arrêter les immunosuppresseurs chez tous nos malades. Alors, toujours un ou deux qui n'est pas arrêté quand on regarde dans les séries, mais c'est parce qu'ils sont en cours de sevrage des immunosuppresseurs. Il n'y a qu'une seule patiente qui n'a pas pu être arrêtée récemment parce que le diagnostic initial
était pas bon, mais ça c'est pas très grave. Finalement, ils ont un petit foie qui marche pas et qui régénérera pas, puis ils ont un greffon qui marche parfaitement bien. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ici le foie gauche juste après la transplantation. Donc on a laissé ce foie gauche qui marche pas, qui d'ailleurs, on le voit pas très bien ici, mais il y a des troubles de contraste. Ça prend pas le contraste comme exactement le greffon qu'on a mis là. Et puis petit à petit, on diminue l'immunosuppresseur, on voit le foie natif qui grossit, le greffon qui s'atrophie, et puis pour après arrêt des immunosuppresseurs, avoir ici un foie natif, et là un greffon qui n'est plus du tout fonctionnel, qui ne sert plus à rien. Les malades sont sevrés d'immunosuppresseurs. Quand vous avez boulotté du paracétamol à 20 ans parce que X ou Y raison, vous avez en gros pendant 3-4 ans un traitement immunosuppresseur, et puis après vous n'avez plus de traitement immunosuppresseur, et donc pas toutes les complications des traitements immunosuppresseurs au long cours. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Dernier mot sur la transplantation, c'est sur les résultats de la transplantation. Vous voyez que bon, ils étaient pas très bons au début des années 90, ils se sont bien améliorés parce qu'on a appris les techniques, et puis après les résultats ont été de plus en plus mauvais. Pourquoi? Pas parce qu'on fait moins bien, mais parce que en fait on transplante des malades plus graves, et plus on transplante des malades graves, plus on a une mortalité élevée, et la question qui va se poser, c'est celle de la futilité de la transplantation, et ça quand on a repris les malades qui avaient une intoxication par le paracétamol, parce que c'est ceux qui ont, on va dire, le plus de futilité. On avait dans les dernières, enfin la fin des années 2010 jusqu'à 50% de mortalité post-opératoire, donc ce qui est quand même extrêmement élevé. Et donc quand on a repris ces malades-là, alors c'est une petite série finalement, puisque certes il y a beaucoup de malades qui arrivent avec l'intoxication par le paracétamol, et il y en a une quarantaine, on l'a mis à jour, mais il y a une quarantaine de malades qui ont été greffés, et en gros, donc sur la 35 malades qui ont été candidats à la greffe, 13 sont en vie et 8 sont décédés après la greffe, 8 avant la greffe. En pratique, tous ceux qui sont décédés, que ce soit avant ou après la greffe, étaient en défaillance multiviscérale. Et il y avait deux choses, c'était soit ils restaient acides malgré une hémofiltration, on n'arrivait pas à contrôler le pH, soit ils avaient une dose de noradrénaline supérieure à 5 mg par heure à l'arrivée au bloc opératoire. Quand on a repris ces données-là, on les a remis un petit peu à jour, on a travaillé avec des Anglais pour remettre à jour ça. Cette dose de catécholamine semblait être quelque chose d'assez fort, alors sur des petites séries. Et donc en pratique, au quotidien, nous, quand on a des malades qui ont des doses un peu élevées de catécholamine, on se pose franchement la question de mettre au bloc ces malades-là. C'est facile de dire ça dans un amphi, quand vous avez la dame à côté avec le greffon prêt, et la dame qui peut partir au bloc, et tout le monde qui est prêt pour la greffe, de dire non, on n'y va pas parce qu'elle a 5,2 mg de noradré. La décision, elle est quand même assez difficile, et en pratique, on essaye toujours, et d'ailleurs depuis, on a greffé 2 malades qui avaient plus de 5 mg de noradré. Donc il faut un peu, enfin c'est pas des choses à graver dans le marbre. Donc voilà les conclusions. L'insuffisance hépatique, c'est quand même une maladie rare, heureusement. La cause la plus fréquente, je vous l'ai dit, c'est le paracétamol. Les malades meurent de défaillance multiviscérale plus que d'hypertension intracrânienne. Il faut connaître les critères de transplantation pour appeler rapidement dans les centres de greffe. Vraiment, la réanimation des hépatites fulminantes, c'est pas très difficile, mais il faut surtout ne pas faire les conneries dont je vous ai parlé. Et que malgré la transplantation, il y a 20 à 40% de décès précoces, et il faut qu'on définisse, nous, un petit peu mieux les critères de transplantation hépatique futile. Mais clairement, à long terme, les résultats sont comparables à ceux des autres indications de transplantation hépatique. Et puis je crois que la transplantation auxiliaire, il y a certains chirurgiens qui restent contre dans des grands centres de transplantation, alors que vraiment ça change la vie des malades, et je crois que sa place doit être développée au maximum. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les insuffisances hépatiques aiguës. Merci beaucoup. J'ai une question sur 10. Ouais. Comment on fait la transplantation auxiliaire? Question chirurgicale.